Alors sur l'onglet communauté, en général, le dimanche, je vous propose un petit vote, un petit sondage, des votes en général à faire sur les nouveautés de la semaine, sur les sorties tome 1 de la semaine, le manga qui vous aura le plus marqué, et puis de temps en temps une question sur vous, sur votre passion, sur vos goûts ou sur la façon dont vous consommez soit les mangas, soit la chaîne. Et justement, il y a quelques temps, je vous avais demandé quel était le nombre de mangas que vous aviez pu acheter après avoir regardé mes vidéos. Et là, en fait, j'ai halluciné des réponses et halluciné du résultat. Je suis arrivé à un total de environ 5000 mangas achetés après mes vidéos. Je trouve le truc complètement fou. Ce sont des calculs à prendre entre guillemets. J'ai extrapolé un petit peu par rapport au nombre de votes qu'il y avait eu et le nombre d'abonnés que j'ai sur la chaîne, mais j'ai pris une moyenne très basse et j'ai ajouté une marge d'erreur de 10%, ce qui n'est quand même pas rien. Et en plus, je prends en considération le fait que vous ayez pu répondre favorablement à la question, mais que je ne suis pas le seul à vous avoir influencé sur tel ou tel titre, donc le résultat serait partagé avec d'autres youtubeurs, bien évidemment, c'est à prendre tout ça en compte, mais 5000 quoi. Si vous avez envie de participer à tous ces sondages, n'oubliez pas, rendez-vous sur l'onglet communauté après vous être abonné, tout ça. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Bon appétit puisqu'on se retrouve le mardi midi pour le Manga Vorace et j'ai 5 lectures à vous proposer cette semaine avec 2 coups de cœur. N'oubliez pas bien sûr d'utiliser le chapitrage dans la vidéo pour vous balader comme vous voulez. N'oubliez pas d'aller voir la playlist des mangas voraces si vous avez envie de retrouver tel ou tel titre. Sachant qu'une semaine après la parution de la vidéo, je change son titre et je mets le nom de tous les mangas disponibles dans chacune des vidéos. Je pense que c'est un petit peu plus facile pour vous y retrouver. Et on va attaquer cette semaine avec le premier coup de cœur de la semaine, à savoir l'un des one-shots du coffret de Bizarre Adventure. Alors, je vais les lire semaine après semaine, comme ça on va en parler systématiquement un petit peu à chaque fois, mais l'édition, vous le savez, se présente dans un joli coffret, vraiment assez costaud, donc c'est plutôt agréable. Oui, 50 € pour un grand format, c'est pas donné, ceci dit c'est à diviser par 4, donc ça fait 12,50 € le volume. Quand vous voyez que c'est un grand format bien épais avec du papier glacé, on se retrouve sur des tarifs tout à fait acceptables, même si évidemment la somme des 4 tomes représente un certain coût, on est d'accord. Au niveau de l'édition, vous avez un grand format donc avec une belle cover. J'aime bien ce contraste de rose et noir pour ce titre. Je la trouve très classe, très quali. En dessous, hop, c'est du gris comme ça avec le dessin dans son intégralité comme ça, pleine page, c'est très agréable. Et vous avez dès le départ, hop, une page couleur sur du papier glacé tout au long du manga. C'est quand même super sympa. Premier point, moi je m'attendais dans ce coffret Bizarre Adventure à retrouver des one-shots autour des personnages de JoJo Bizarre Adventure. Ce qui est un petit peu le cas, mais pas complètement le cas. J'entends par là que je m'attendais à avoir des histoires complètes, c'est-à-dire un one-shot, un récit d'une intégrale. Et comme je n'ai pas lu toutes les saisons, je me disais, je vais mettre ce coffret de côté, puis quand j'aurai lu l'intégralité des saisons et que je saurai qui est qui dans chacune des saisons, j'irai voir ensuite les one-shots, ce sont peut-être des espèces de spin-off. Pas du tout, pas du tout. Alors oui, on retrouve certains personnages, oui, on retrouve certaines caractéristiques. Oui, bien sûr, l'univers d'Hirohiko Araki est incroyablement retranscrit dans ces one-shots. Vous allez retrouver cet auteur qui est passionné de mode, et particulièrement de mode italienne. Vous allez retrouver tout l'univers qu'on peut retrouver dans les JoJo. Vous allez retrouver ce style si caractéristique, si particulier. Franchement, si vous êtes fan de JoJo, vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Mais la bonne surprise, c'est que c'est un recueil de plusieurs petites histoires. Et là, je le savais pas trop. Je le savais pas trop parce que vous savez, les titres dans les JoJo sont toujours assez alambiqués, assez incroyables, assez énigmatiques. On a les titres, je trouve, les plus recherchés. Et donc, vous avez ici Under Execution, Under Jailbreak. Et puis, je vois Peine de mort et évasion. Je vois Dolce Die Hard the Cat. Rohan Kishige ne bougera pas, donc ça, Rohan, c'est Rohan au Louvre, donc je me suis dit, tiens, ça c'est un personnage qu'on connaît déjà, et ça a pas l'air d'être la même chose que Peine de mort et évasion. Ah, et puis Deadman Questions, tiens, bon, je me suis dit, ça c'est bizarre. Et en fait, c'est un recueil de plusieurs one-shots qui ont été écrits à la demande des éditeurs auprès de l'auteur, ou alors qui ont été des histoires soumises pour intégrer l'univers de JoJo, mais qui de fait sont restées des histoires courtes. Et ce qui est très sympa, c'est qu'entre chaque chapitre, vous allez avoir une petite note de l'auteur qui explique à quel moment il a créé ce one-shot, pourquoi c'est pas devenu une série longue, pourquoi c'est une série courte, pourquoi c'est une espèce de one-shot comme ça, il l'explique très très bien. Des fois il regrette que certains de ces récits ne soient pas posés comme histoire plus longue, comme des cycles un peu plus grands, il le dit, il l'exprime. Des fois il dit que
Au contraire, c'était très bien comme ça. Et ce qui est génial, c'est les différents univers que l'on va retrouver. Et moi, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré Peine de mort et évasion d'emblée parce qu'on est dans une espèce de 4e dimension. Là, c'était complètement pété. Et j'ai trouvé ça génial à lire. Et je trouvais ça génial. C'est tout à fait le genre de récit, un peu comme du Junji Ito avec son horreur, où là, on est complètement un peu what the fuck, décalé. Et c'est tout à fait le genre de thème qui, dont la qualité est amplifiée dans un récit court. Ça marche très très bien pour moi. Et c'est pareil pour Die Hard the Cat, même si ça se termine sur une fin ouverte où on comprend pas tout. Et c'est justement ça tout l'intérêt des histoires courtes, c'est de pas tout comprendre, pas tout saisir. Il faut garder une petite saveur d'incompréhension parce qu'on a envie d'y revenir. Si vous voulez relire ça, on a envie de relire, de dire tiens, j'ai raté un truc, je sais pas. Et ça marche très très bien. Et puis on retrouve des personnages que l'on connaît comme Rohan Kishibe ne bougera pas. Et c'était juste génial, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Je sais plus où, mais je l'ai déjà lu. Alors, si quelqu'un peut m'éclairer, de me dire où on retrouve cette histoire, si vous l'avez lu, parce que je l'ai lu, mais je l'ai pas lu là-dedans, je l'ai lu ailleurs, je sais plus où. Et Deathman Questions aussi. Donc, elles sont inégales, elles sont toutes variées, toutes différentes, ces histoires. Elles sont inégales dans leur qualité, oui, mais il n'y a pas grand-chose en fait. On est plutôt sur un plateau élevé de qualité. Et j'ai adoré. C'est une espèce de parallèle à Jojo, et ça marche très très bien. Premier coup de cœur de la semaine. Et on continue maintenant avec le tome 2 de Shiga Hime chez Mangetsu avec un joli effet de brillance pour l'édition, c'est très sympa. J'ai pas beaucoup à me forcer pour qu'il y ait cet effet de lumière là, franchement c'est la cover qui génère ça. Petite page couleur à l'intérieur, c'est très agréable à prendre en main, c'est un format classique, donc RAS, bon travail. Alors Hirota est un jeune lycéen à la vie plutôt banale et ennuyeuse, mais sa rencontre avec Miwato, la délicieuse et assez mystérieuse, assez énigmatique propriétaire d'une étrange demeure, va transformer sa vie. Transformer, oui. Transformer au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi? Parce que Miwato est une véritable vampire et va faire de notre jeune héros son familier. Son familier sur tous les plans. Attention, oui, c'est pour public averti. Donc notre personnage principal doit désormais chasser ses semblables pour espérer garder une trace d'humanité en lui. Ça, c'est le postulat de base. En 3 mots, vampire, horreur et érotisme gore. On flirte un petit peu avec les frontières. Pour une série donc courte qui est en 5 tomes, et ça c'est intéressant. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Komiku nous avait déjà proposé une œuvre de l'auteur, à savoir Assassin, en 3 tomes, qui était vraiment très très agréable, très sympa à lire, et qui laissait présager qu'on pouvait retrouver l'auteur avec une œuvre de qualité. Et je trouve que c'est le cas avec Shiga Hime, je m'explique. Alors oui, on a un schéma narratif plutôt classique, oui, une intrigue presque banale, mais à la mise en scène efficace, et à l'ambiance pesante. Vous ajoutez à ça, selon moi, un style graphique plutôt fin et élégant, mais incroyablement carnassier, qui vous fera directement plonger dans l'histoire. En plus, l'intensité, la haute intensité et le détail que vous allez retrouver dans certaines scènes à travers un trait vraiment efficace, va vous faire comprendre à quel point on se retrouve avec une héroïne, en tout cas notre personnage principal côté vampire, incroyablement puissante, dominatrice et prédatrice, renforce évidemment toute l'intensité du manga et le déséquilibre entre les rapports de force de nos personnages principaux. Donc oui, d'un côté on a une femme puissante, prédatrice qui assume ses formes et ses envies physiques, et de l'autre un adolescent qui est en pleine construction sociale, en pleine construction du corps également, plutôt timide et effacé, qui devient soumis et qui subit véritablement sa transformation à la fois psychologique et physique en tant que familier, donc en tant que espèce de petite goule là. Quand je dis ça, en fait, on peut y voir une sorte de métaphore à travers la transformation du corps chez les ados vers le passage au monde adulte. Soumis évidemment à toutes les pressions sociales, physiques, les pulsions, même sexuelles qu'il peut y avoir, et notamment à travers le regard qu'on pourrait porter sur notre vampire ici présente. Par rapport au tome 1, oui, le tome 2 était un petit peu moins surprenant, et pour cause, c'est une série courte en 5 tomes qui va donc se construire rapidement, et il y a forcément moins de surprises à découvrir l'intrigue dans le tome 2 que dans le tome 1. Mais on est véritablement dans la continuité, et au niveau qualitatif, on ne perd rien ni dans le trait ni dans le scénario, c'est rythmé, c'est intense, il y a plusieurs enjeux qui se posent, ce n'est pas aussi classique et aussi simpliste que ça aurait pu le laisser penser, au contraire c'est plus intelligent qu'il n'y paraît, mais il y a beaucoup d'actions, c'est plutôt léger à lire, c'est ce que je demande, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est une véritable lecture popcorn à mes yeux qui fait le travail et j'ai passé un très bon moment de lecture, oui.
On continue maintenant avec le tome 14 de Jujutsu Kaisen chez Kiyun, et que dire, j'en ai déjà parlé pas mal de Jujutsu Kaisen, je vais être assez bref sur ce titre parce que c'est déjà le tome 14. On est sur le même arc, cette intensité, ces combats, ce rythme, on est dans du gros shonen depuis plusieurs tomes. Si moi j'avais été à deux doigts de revendre la série au tome 6 et 7 et j'avais laissé le doute planer et continuer le tome 7 et 8 je crois, et je m'étais dit tiens, ça démarre, il y a enfin quelque chose de nouveau, il y a enfin quelque chose qui m'intéresse, j'ai pas l'impression d'avoir déjà lu ça, un petit peu comme pour Kaiju par exemple, et on a quelque chose. Et effectivement, depuis 5-6 tomes, on a vraiment un arc que je trouve très très intéressant, qui reprend des schémas classiques évidemment du shonen, ça il n'y a pas de problème, mais qui les casse également. On a un héros finalement qui ne sert pas à grand chose, si ce n'est que quand c'est son démon à l'intérieur de lui qui se manifeste, mais attention, le démon il est violent, il est badass et il ne sert en aucun cas les intérêts du héros, hein. Je peux vous dire que c'est un gros méchant qui explose tout, ça c'est clair, c'est assez incroyable, mais je m'attends à un gros combat entre deux personnages. Je les ai mis en miniature d'ailleurs. Je pense qu'à l'avenir, on va avoir un combat entre ces deux-là. Et ça risque vraiment d'envoyer du pâté. Bref, c'est du shonen qui fonctionne bien, il fait le travail, vous allez retrouver tous les ingrédients qu'on espère trouver dans du shonen justement. Les traits sont épais, sont noirs, là aussi c'est sympa parce qu'on sort des schémas habituels de shonen avec des traits fins, très clairs, très presque purs, et là non, c'est beaucoup plus grossier, c'est beaucoup plus nébuleux au niveau de certaines descriptions, certains traits, certaines ambiances, on ressent bien l'univers des ténèbres et des démons. Ah ouais, j'aime beaucoup, en plus s'ajoute à ça un petit peu d'humour, bien distillé par-ci par-là, ça marche bien, bref, c'est du tout bon. Quatrième manga lu, on est chez Akata et le tome 2 de Poison Quotidien. Alors Poison Quotidien, c'est par un auteur dont on ne parle pas beaucoup, l'auteur de Saltiness, l'auteur de Himitsu, qui pourtant nous fait des mangas vraiment de qualité. Poison Quotidien, c'est en 6 tomes, donc c'est le tome 2, et ça va nous parler du quotidien, de slice of life, un petit peu de spleen, de passion, d'adolescence et de harcèlement. Mais ça va dresser avec intelligence le portrait finalement d'un étudiant japonais, sans vraiment dénoncer les choses. Ça va juste être placé tel quel, et on va être témoin en fait de toute la vie d'un étudiant à travers ses échecs, ses réussites, ses envies, ses passions, ses doutes, sa scolarité, les harcèlements, ses amourettes, les amis retrouvés, les amis perdus, les conflits, et tout ça est décrit avec simplicité et avec intelligence à travers des situations concrètes et également à travers les pensées du personnage et à travers ses doutes ou ses convictions, son envie de changer, parce que voilà, il est en pleine transformation là aussi, et il a envie de changement, il a envie de s'épanouir, il a envie de s'ouvrir. Ça marche vraiment bien. Je trouve que c'est une œuvre particulièrement bien pensée, bien amenée. Je m'attendais à quelque chose de plus trash, je m'attendais à quelque chose de plus lourd, peut-être même de plus what the fuck, et pas du tout. Pas du tout. Voilà un auteur qui pose les choses et qui nous les montre avec... je vous ai dit une certaine neutralité. C'est fait avec brio, d'autant plus que là aussi on a une œuvre où l'humour intervient au bon moment, c'est placé quand il faut pour augmenter le plaisir de lecture avec un rythme qui va se casser comme ça des situations, du comique de situation auquel on ne s'attend pas et qui, paf, vous tombe dessus. Donc c'est très amusant à lire, c'est frais, fluide et dynamique à la lecture. Et les traits particuliers à l'auteur, qui ne sont pas sans rappeler un peu des titres what the fuck, et notamment l'auteur de I Am a Hero, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre ces deux auteurs. Je trouve que le trait rend service à tout ça, parce que voilà, il y a une espèce de caricature sociale dans ce titre, mais je vous l'ai dit, qui est vraiment bien posé, et les traits rendent service à cette caricature, les faciès, les mimiques, et puis de tantôt on a un dessin sérieux, tantôt on a un dessin très caricatural avec des expressions de visage très sympas, très drôles, qui renforcent un peu tout l'humour et toute l'ambiance qu'on peut retrouver dans les pages. Poison Quotidien, c'est une bonne réussite, c'est un auteur, je vous l'ai dit, dont on ne parle pas assez. Je vais m'intéresser à ces deux autres œuvres, parce que j'ai déjà Guerric Size, mais je vais m'intéresser à Himitsu et Saltiness, parce que je sais qu'il y a des bons retours dessus. Laissez un petit commentaire si vous avez lu ces deux œuvres et si vous avez quelque chose à dire, je serais très curieux d'avoir votre avis. On enchaîne et on conclut maintenant avec le coup de cœur de la semaine, le gros coup de cœur et une grosse nouveauté sortie chez Pika, Black Box, avec pour moi l'auteur de l'année. On en parlera très bientôt dans une vidéo dédiée, peut-être vendredi de la semaine prochaine, nous verrons ça. Le tome 1 donc de Black Box, avec une édition géniale, cette espèce de papier cartonné, cette espèce d'affiche qui vous donne l'impression, qui vous invite à pénétrer vraiment dans l'œuvre et dans l'univers
de la boxe, hein, parce que là pour le coup on a vraiment l'impression qu'on va assister à un combat, et c'est le cas. De quoi donc ça nous parle? Avec son père en prison condamné pour meurtre, avec son frère arrêté pour les mêmes raisons, Ryoga, notre héros, notre personnage principal, fait partie d'une famille de tueurs. Mais malgré la pression médiatique, il s'accroche à sa volonté de devenir le meilleur boxeur du monde. Rien que ça. Grâce notamment à un entraînement acharné, à une rigueur et une hygiène de vie à laquelle il ne se détachera pas, et grâce au courrier envoyé depuis sa prison par son père qui lui indique comment s'entraîner, comment progresser techniquement, tactiquement face à ses adversaires. D'une intensité redoutable dès les premières pages, comme je vous le disais, vous êtes directement plongé dans un univers sale et violent. Et je dirais que le trait noir, le trait épais, le trait charbonneux de l'auteur, mais maîtrisé, vraiment maîtrisé, rendent hommage à l'univers si cruel, si violent, si difficile de la boxe. Vous êtes véritablement invité à pénétrer sur le ring et vous allez vous prendre des coups. J'ai trouvé que c'était un premier tome qui se plaçait de deux points de vue. Le premier, évidemment, avec notre héros, notre jeune héros boxeur, notre gamin en fait, autour de sa personnalité, de sa construction, de l'énergie animale qu'il dégage, vraiment de l'énergie prédatrice. C'est assez incroyable au niveau des traits, au niveau du regard, au niveau de ses attitudes, au niveau de sa psychologie, de sa personnalité. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une bête sauvage dont il faut terriblement se méfier. Et de l'autre côté, on va avoir le point de vue d'une journaliste un peu naïve parce qu'elle ne connaît pas du tout le monde de la boxe, mais corrompue par le monde des adultes. Et cette corruption, elle est en exacte opposition avec la pureté de notre gamin qui lui refuse de grandir, refuse d'être corrompu par ce monde d'adultes. Et notamment tout ce qui pourrait être lié à l'alcool, à la drogue, au sexe, tout ça, il s'en affranchit, il n'en veut pas, il reste focus sur ses objectifs. Ce qui est très étonnant, c'est le contraste entre la rigueur d'un côté de notre héros et l'incompréhension justement de cette rigueur du point de vue de la journaliste qui n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi carré, aussi droit, aussi omnubilé par un objectif, puisque elle-même est corrompue, hein, de fait. Et c'est tout un contraste comme ça qui s'installe page après page, donc c'est vrai que le côté narratif est assez simple, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lire, ça se lit plutôt rapidement, c'est vrai, c'est du Takahashi dans le texte, à savoir que toutes les émotions et tout le message de cet auteur ne passent pas forcément par le côté narratif, mais vraiment par les situations, par l'intensité, par la dramaturgie, par la réalité des univers dressés et dessinés, et du coup par son trait si vif, si acéré, notamment dans son jeu de regard. On retrouve ça dans Sido, par exemple, dans Bakuon Reto, dans Soul Keeper, dont on parlera la semaine prochaine, je vous l'ai dit, il y aura une vidéo spécialement dédiée. Petite interrogation néanmoins, Black Box c'est en 6 tomes. Alors ça va aller vite, ça va aller très vite, je suis curieux de savoir comment ce manga va enchaîner comme ça les tomes jusqu'à son dénouement. Est-ce que c'est un arc? Est-ce que ça s'arrête brutalement? Je pense qu'on aura une conclusion, un petit peu peut-être comme pour Neun, à savoir que potentiellement ça pourrait continuer, mais pour l'instant on s'arrêtera là. Mais il y aura quand même quelque chose de concret, il y aura quand même une fin, à n'en pas douter. Je serais très surpris que ce manga d'une part ait été abandonné au bout du tome 6, et d'autre part que l'auteur n'ait pas pensé à une fin qui permettent de justifier une conclusion au tome 6. J'en suis à peu près sûr, c'était un régal à lire, mais vraiment un régal. J'ai pris une claque, j'ai pris un uppercut là aussi, comme pour Ashita no Joe, ça fait donc 2 mangas de boxe avec quasiment 50 ans d'écart qui m'en foutent plein les yeux et plein la tronche. J'ai adoré, lisez Tsutomu Takahashi, lisez Black Box, et on en reparle de toute façon la semaine prochaine, je vous assure, c'est un vrai régal. C'est déjà la fin de ce manga vorace, excellente semaine, à vendredi, et moi je vous dis